La neige tombait en silence cette nuit d'hiver, recouvrant la ville d'Annecy d'un linceul froid et immaculé. Sur la place principale, les aiguilles de l'horloge pointaient 9 heures, tandis que le thermomètre numérique à l'extérieur de la banque locale clignotait sans relâche. 23 degrés C. Le vent glacial balayait les rues désertes, faisant danser aux arbres nus une valse lugubre. Sur un banc couvert de neige, 2 petites silhouettes identiques se blottissaient l'une contre l'autre sous une mince couverture en lambeaux. Camille et Élise, des jumelles de 5 ans, se serraient fort, tentant de partager le peu de chaleur que leur frêle corps produisait encore. Leurs chaussures, trouvées 3 jours plus tôt dans une boîte de dons, étaient trempées, et leurs manteaux fins ne faisaient que peu d'effet contre le froid qui semblait percer leur peau pour geler leurs os. « J'ai si froid !» murmura Élise, ses lèvres devenant bleues tandis qu'elle parlait. Son estomac gargouilla, leur rappelant à toutes deux qu'elles n'avaient eu qu'un demi-morceau de pain rassis depuis le matin. « Chut, je sais, » répondit Camille, serrant sa sœur plus fort. « Regarde là-bas, cette grande maison a des lumières. Il doit faire chaud à l'intérieur. » De l'autre côté de la place se dressait un manoir imposant, tel un géant de pierre, le manoir des Roses. Ses fenêtres allumées brillaient dans l'obscurité comme des yeux dorés, et à travers elles, les filles pouvaient entrevoir un intérieur qui semblait tout droit sorti d'un rêve, des lustres en cristal, d'épais tapis, des meubles élégants, et la chaleur douillette de plusieurs cheminées allumées. Mais ce qui capta véritablement l'attention des jumelles fut une silhouette solitaire près de la fenêtre principale. Une femme âgée en fauteuil roulant, ses cheveux aussi blancs que la neige dehors, parfaitement immobile, le regard perdu dans le jardin. C'était Madame Geneviève Dubois, la propriétaire du manoir, bien que les filles ne connussent pas son nom. « Elle a l'air triste », observa Élise, oubliant un instant son propre inconfort. « Comme maman avant. » Camille déglutit difficilement, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Une semaine s'était écoulée depuis que leur mère les avait laissées sur ce banc. « Attendez-moi ici, mes petites, » avait dit Céline, la voix tremblante. « Maman va chercher à manger et revient tout de suite. » Mais elle n'était jamais revenue, et les jumelles, trop jeunes pour comprendre l'abandon, continuaient d'attendre, survivant grâce à la gentillesse occasionnelle des passants. À l'intérieur du manoir, M. Antoine observait son employeuse avec une inquiétude grandissante. En 30 ans au service de la famille Dubois, il ne l'avait jamais vue aussi perdue dans ses pensées que ces derniers mois. Madame Geneviève passait des heures dans cette même position, comme si elle cherchait dans les ombres du jardin quelque chose qu'elle seule pouvait voir. « Madame, s'approcha-t-il doucement, il se fait assez tard. La température a considérablement chuté. » Elle ne répondit pas immédiatement. Ses doigts, ridés, caressait une vieille broche en or épinglée à son chemisier de laine, un geste qu'Antoine avait remarqué de plus en plus fréquent. « Vous savez, Antoine, » sa voix sortit basse, presque un murmure. « Parfois je me demande combien d'histoires tristes existent au-delà de ces murs. Combien de vies là-dehors auxquelles il manque quelque chose. » Le majordome ajusta le châle autour des épaules de son employeuse. « Je vais vérifier la météo avant de fermer pour la nuit, » annonça-t-il en se dirigeant vers la porte principale. Le vent glacial le frappa comme un coup violent lorsqu'il ouvrit la lourde porte en chêne. C'est alors qu'il les vit, 2 petites silhouettes frissonnant violemment sur le banc de la place. Un instant, Antoine resta paralysé. En 3 décennies de service, il avait appris à maintenir la discrétion par-dessus tout, mais la vue de ses enfants remua en lui quelque chose de plus fort que sa formation. L'une des filles toussa, un son faible et douloureux qui résonna dans la nuit silencieuse. L'autre se serra encore plus fort contre elle, et de cette distance, Antoine pouvait voir leurs lèvres bleues. Quelque chose en lui, peut-être le sentiment même qu'il venait d'entendre dans la voix de Madame Geneviève, le poussa à prendre une décision. Il savait que son employeuse avait ses règles, sa routine méticuleusement organisée, sa préférence pour la solitude. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait, en bonne conscience, laisser ses enfants mourir de froid alors qu'il y avait des chambres vides et des cheminées chaudes à quelques pas de là. D'un pas déterminé,
il traversa le jardin. Les jumelles, remarquant son approche, se recroquevillèrent, un réflexe appris dans la rue. « Bonsoir », dit-il doucement, s'accroupissant à leur niveau. « Je m'appelle Antoine. Vous avez l'air d'avoir terriblement froid. On ne peut pas partir d'ici, » répondit Camille, tenant toujours Élise de manière protectrice. « Notre maman nous a dit d'attendre. » Antoine sentit son cœur se serrer. « Je comprends, mais que diriez-vous d'attendre à l'intérieur, où il fait chaud, juste le temps que le froid passe ?» Les filles se regardèrent, partageant une conversation silencieuse, dont seules les jumelles semblaient capables. Élise toussa de nouveau, et en voyant sa sœur trembler plus fort, Camille céda. « Est-ce qu'il y a à manger là-dedans » demanda-t-elle doucement. « Oui, » répondit Antoine avec un sourire bienveillant. « Nous avons de la soupe chaude dans la cuisine, et peut-être même du chocolat chaud. » Alors qu'il guidait les petites silhouettes tremblantes vers le manoir, Antoine se demanda comment il allait expliquer cela à Madame Geneviève. Son employeuse n'aimait ni les changements, ni les surprises. Ses journées suivaient une routine précise, et les visiteurs, surtout les enfants, n'en faisaient pas partie. Mais quelque chose lui disait que ce soir serait différent. Peut-être était-ce la façon dont les jumelles s'appuyaient l'une sur l'autre, lui rappelant de vieilles photographies qu'il avait vues dans les albums poussiéreux de Madame Geneviève. Ou peut-être était-ce simplement le destin qui choisissait cette nuit froide pour changer le cours de plusieurs vies. Ce qu'Antoine ne savait pas, en ouvrant la porte à Camille et Élise, c'est que cette décision ne sauverait pas seulement 2 enfants du froid. Elle dégèlerait aussi le cœur d'une femme qui avait depuis longtemps cessé de croire au nouveau départ. De l'autre côté de la fenêtre, Madame Geneviève observait la scène se dérouler, ses doigts caressant toujours la vieille broche, et pour la première fois depuis très très longtemps, quelque chose changea dans son regard. La chaleur du manoir enveloppa les jumelles comme une étreinte après le froid mordant du dehors. Le hall d'entrée, avec son sol en marbre et ses murs lambrissés de bois sombre, semblait immense aux petites Camille et Élise. Un lustre en cristal pendait du haut plafond, projetant des ombres dorées qui dansaient sur les murs. « Attendez ici un instant » demanda Antoine, les aidant à retirer leurs manteaux trempés. Leurs robes, bien que sales et usées, conservaient une pointe de dignité, comme si elles préservaient les souvenirs de jours meilleurs. Élise s'agrippa à la main de sa sœur quand Antoine s'éloigna, les deux restant exactement là où il l'avait indiqué, telles de petites statues, leurs yeux écarquillés absorbant chaque détail de l'environnement opulent. « Madame » Antoine entra dans la pièce où son employeuse contemplait toujours le jardin enneigé. « Pardonnez mon intrusion, mais... »« Vous les avez fait entrer » l'interrompit Madame Geneviève, sa voix neutre. « Ce n'était pas une question. »« Oui, madame, elles étaient presque gelées. Et quel âge ont-elles » demanda-t-elle, sans toujours se retourner. « Environ 5 ans. Ce sont des jumelles. » Quelque chose d'imperceptible changea dans la posture de Madame Geneviève. Ses doigts, qui caressèrent la broche, s'immobilisèrent un instant. « Amenez-les ici. » Antoine hésita brièvement. En 30 ans, il n'avait jamais vu son employeuse autoriser des enfants dans ses appartements privés. En fait, depuis que son infirmière avait démissionné la semaine précédente, Madame Geneviève n'y autorisait presque personne à part lui. Les jumelles entrèrent dans la pièce main dans la main, leurs pas hésitants laissant de petites flaques sur le tapis persan. Camille se plaça instinctivement un demi-pas devant sa sœur. Madame Geneviève tourna lentement son fauteuil roulant. Son visage, ridé par les années, mais portant encore les traces d'une beauté ancienne, resta impassible tandis qu'elle étudiait les filles. Ses yeux d'un bleu profond, que le temps n'avait pas réussi à ternir, semblaient chercher quelque chose dans les visages identiques devant elle. « Approchez, » dit-elle. Bien que son ton fût ferme, il semblait moins froid que d'habitude. Les jumelles s'avancèrent prudemment. Dans la lueur des cheminées, leurs visages pâles et leurs lèvres légèrement violacées révélaient les heures passées dans le froid glacial. « Laquelle de vous est laquelle » demanda Madame Geneviève. « Je suis Camille » répondit celle qui se tenait légèrement en avant. « Et voici ma sœur Élise. »« Où est votre mère » Élise serra la main de Camille, alors Camille répondit doucement.
Elle a dit qu'elle reviendrait. Depuis quand? Ça fait une semaine. Camille déglutit difficilement, mais elle va revenir. Elle a promis. Madame Geneviève échangea un regard significatif avec Antoine. Leurs nombreuses années ensemble permettaient une communication silencieuse qui ne nécessitait aucun mot. « Avez-vous faim » demanda-t-elle, surprenant Antoine par la douceur de sa voix. Les deux filles hochèrent timidement la tête. « Antoine, s'il vous plaît, apportez de la soupe chaude et du chocolat chaud, et des serviettes sèches. » Elle marqua une pause, remarquant les robes mouillées des filles. « Et voyez si nous avons encore ces vieux vêtements dans le grenier. Il y aura peut-être quelque chose qui leur ira. » Une fois Antoine parti, Madame Geneviève continua d'observer les jumelles. Il y avait quelque chose en elles, peut-être la façon dont elles se tenaient ensemble, ou comment Camille protégeait Élise, qui ravivait des souvenirs qu'elle avait longtemps enfouis. « Savez-vous lire » demanda-t-elle soudainement. « Oui, madame, » répondit Camille. « Notre maman nous a appris. Élise est meilleure que moi. » Un faible soupçon de sourire toucha les lèvres de la vieille femme. « Voyez ce livre sur la petite table? Pouvez-vous me l'apporter » Élise lâcha la main de sa sœur et se dirigea vers la table. C'était un livre de contes, ses pages jaunies par le temps. Elle le tendit à Madame Geneviève avec un soin respectueux. « Lis-le-moi, » dit la femme âgée en lui rendant le livre. « En attendant la soupe ?» Les filles se regardèrent, surprises. Élise ouvrit le livre avec des doigts tremblants et commença à lire, sa petite voix gagnant en confiance à chaque mot, Camille l'aidant occasionnellement avec les mots plus difficiles. Antoine revint avec un plateau sur une scène qu'il n'aurait jamais imaginé voir. Les deux filles, assises sur le tapis près du fauteuil roulant de Madame Geneviève, lisant à haute voix, tandis que son employeuse écoutait avec une expression qu'il n'avait pas vue depuis des décennies. « Madame, s'éclaircit-il doucement la gorge, le dîner est servi. » Les jumelles s'arrêtèrent de lire, leurs estomacs gargouillant à l'odeur de la soupe chaude. Madame Geneviève les regarda manger, notant leurs manières étonnamment polies, malgré leur faim évidente. « Antoine, » appela-t-elle, alors que les filles finissaient leur soupe. « Mon infirmière a démissionné la semaine dernière. »« Oui, madame. Et vous cherchez une remplaçante, sans succès jusqu'à présent, madame. » Madame Geneviève resta silencieuse un instant, ses doigts caressant de nouveau la broche. « Peut-être, » dit-elle enfin, « que nous n'avons pas besoin d'une infirmière, après tout. » Antoine haussa les sourcils de surprise. « Madame ?» Ces filles, fit-elle en désignant les jumelles, qui luttaient maintenant pour rester éveillées, réchauffées et nourries pour la première fois depuis des jours. Elles ont besoin d'un endroit où rester. Et j'ai besoin d'aide pour quelques tâches simples. Redresser mes couvertures, me faire la lecture, me tenir compagnie. Mais ce ne sont que des enfants, madame. Exactement, répondit-elle, une lumière différente dans les yeux. Les enfants sont honnêtes, ils n'ont pas d'intention cachée. Et ces deux-là, elle marqua une pause, observant comment Camille plaçait un coussin derrière Élise qui somnolait déjà, semblent avoir un don naturel pour prendre soin des autres. Antoine comprit ce qui se passait. De toutes ces années de service, il n'avait jamais vu Madame Geneviève manifester un tel intérêt pour qui que ce soit. Quelque chose chez ses jumelles avait touché une partie profonde de son employeuse, qu'il soupçonnait être liée à cette broche toujours présente. « Voudriez-vous rester » demanda directement Madame Geneviève aux filles. Camille, la seule encore éveillée, la regarda avec de grands yeux. « Vous pourriez m'aider pendant la journée? Et en échange, vous auriez une chambre chaude, de la nourriture, des vêtements propres. Et si notre maman revient ?» demanda Camille, la voix légèrement tremblante. « Alors nous saurons exactement où vous trouver, » répondit Madame Geneviève, sa voix s'adoucissant. « Qu'en penses-tu » Camille regarda sa sœur endormie, les flammes dansant dans la cheminée, le chocolat chaud dans ses mains. Puis, avec une maturité bien au-delà de ses 5 ans, elle hocha la tête. « Parfait, » déclara Madame Geneviève. « Antoine, préparez-leur la chambre bleue, et demain, nous nous occuperons de leur trouver des vêtements convenables. » Alors qu'Antoine portait Élise endormie et guidait Camille à l'étage, Madame Geneviève tourna son regard vers la fenêtre. La neige tombait toujours dehors,
Mais à l'intérieur du manoir, quelque chose avait changé. Un changement qu'elle n'avait pas prévu, mais qui, d'une certaine manière, semblait inévitable. Ses doigts touchèrent une fois de plus la broche, et pour la première fois depuis des années, Madame Geneviève Dubois sentit quelque chose qu'elle avait oublié depuis longtemps. L'espoir. La lumière du matin illuminait la serre du manoir des Roses, créant un kaléidoscope de couleurs à travers les vitraux centenaires. Élise était agenouillée à côté d'un vase en cristal, ses petites mains se déplaçant avec une douceur surprenante parmi les fleurs. Une semaine au manoir avait transformé les jumelles. Leurs joues, autrefois pâles, brillaient maintenant de couleur, et leurs nouveaux vêtements remplaçaient les haillons qu'elles portaient à leur arrivée. « Non, pas comme ça », murmura Élise pour elle-même en déplaçant une rose. Ses yeux vifs étudiaient l'arrangement avec un sérieux qui fit sourire discrètement Antoine. « Où as-tu appris à faire ça, petite ?» demanda-t-il en s'approchant avec un arrosoir. Élise se mordit la lèvre, concentrée. « J'ai vu dans les peintures », répondit-elle simplement, désignant les œuvres d'art sur les murs. « Madame Geneviève a beaucoup de tableaux avec des fleurs. Je regarde comment elles sont arrangées. » De l'autre côté du manoir, Camille aidait Madame Geneviève à organiser une vieille bibliothèque. La femme âgée, assise dans son fauteuil roulant, indiquait quels livres devaient être époussetés et remis en place. « Celui-ci est très spécial », remarqua Madame Geneviève, prenant un volume relié en cuir bleu. « Ce sont des histoires que je lisais quand j'avais à peu près ton âge. » Camille prit le livre avec respect, ses yeux s'illuminant devant les illustrations colorées. « Vous aimez toujours les histoires ?» Un sourire presque imperceptible toucha les lèvres de la vieille femme. « Beaucoup, mais mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. »« Je peux vous lire ?» proposa vivement Camille. « Maman disait que je suis une très bonne lectrice. » Une lueur d'émotion traversa les yeux de la femme âgée, une émotion qu'elle dissimula rapidement. « J'aimerais beaucoup ça, » répondit-elle doucement. Les jours au manoir des Roses suivaient une nouvelle routine. Le matin, pendant qu'Élise s'occupait des fleurs, Camille aidait Antoine avec les médicaments de Madame Geneviève. La fillette avait une mémoire impressionnante pour les horaires et les dosages, prenant bientôt la responsabilité de rappeler à tout le monde quand chaque médicament était dû. L'après-midi, Madame Geneviève commença à montrer aux jumelles les trésors cachés du manoir. Il y avait une pièce entière dédiée aux poupées anciennes, chacune avec sa propre histoire. Élise fut particulièrement enchantée par une poupée de porcelaine habillée en ballerine. « Celle-ci, » expliqua Madame Geneviève, « vient de France, il y a de nombreuses années. Elle appartenait à ma grand-mère. » Les filles absorbaient chaque mot avec fascination, notant non seulement les histoires, mais aussi le ton plus doux que Madame Geneviève utilisait chaque fois qu'elle parlait du passé. Une découverte particulièrement spéciale eut lieu lorsque Madame Geneviève les emmena au grenier. Parmi de vieilles malles et des meubles couverts, elles trouvèrent une collection de robes vintage. « Regarde, Camille !» s'exclama Élise en tenant une robe de soie bleue contre son corps. « On dirait une robe de princesse. » Madame Geneviève regarda les filles essayer de vieux chapeaux et gants, et pour la première fois depuis des années, un rire lui échappa, un son qui fit tomber le plateau de thé à Antoine en bas, de pure stupéfaction. La nuit, une nouvelle tradition émergea. Camille découvrit par accident que Madame Geneviève avait du mal à dormir. L'insomnie la tourmentait depuis des années, la gardant éveillée toute la nuit. « Ma maman nous chantait toujours pour nous endormir », mentionna Camille un soir en ajustant les couvertures de la femme âgée. « Vous voulez que je vous chante quelque chose ?» Madame Geneviève hésita un instant, puis hocha la tête. La douce voix de Camille remplit la pièce d'une vieille berceuse, et pour la première fois depuis des décennies, la femme âgée s'endormit sans ses somnifères. Au fil des jours, Antoine remarqua de petits changements. Les couloirs, autrefois silencieux, résonnaient maintenant de pas feutrés et de rires à peine contenus. La serre, qui avait été plus une exposition stagnante de plantes négligées, prospérait maintenant sous les soins d'Élise. Madame Geneviève aussi changeait. Ses ordres,
autrefois sec et direct, venait maintenant avec des « s'il vous plaît » et des « merci ». Elle commença à prendre son thé dans la serre, regardant Élise travailler avec les fleurs. L'après-midi, on pouvait la trouver dans la bibliothèque, écoutant Camille lire à haute voix, corrigeant occasionnellement un mot difficile. Un après-midi, alors qu'Élise arrangeait un nouveau bouquet, elle se mit à fredonner un air. Madame Geneviève, assise tout près dans son fauteuil roulant, devint soudain très alerte. « Où as-tu appris cette chanson ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. « C'est Camille qui me l'a apprise, » dit Élise en ajustant une marguerite. Elle dit que notre maman la chantait quand on était bébé. Madame Geneviève garda le silence un long moment, ses doigts touchant quelque chose sur son chemisier que les filles ne pouvaient pas voir. « Venez avec moi, » dit-elle enfin. « Je veux vous montrer quelque chose. » Antoine, observant de loin, remarqua un changement dans le ton de son employeuse. C'était comme si elle avait pris une décision importante, une décision qu'il soupçonnait de changer à jamais la vie au manoir. Alors qu'elle suivait Madame Geneviève dans le couloir, les jumelles se tenant la main comme toujours, le majordome sentit que l'hiver fondait enfin, non seulement à l'extérieur, mais aussi dans le cœur de ceux qui vivaient au sein du manoir des Roses. Madame Geneviève guida son fauteuil roulant dans sa chambre personnelle, un espace que les jumelles n'avaient pas été pleinement autorisées à explorer. C'était une pièce élégante, avec des murs recouverts de papier peint vert d'eau et des meubles anciens en acajou qui brillaient sous la lumière de l'après-midi, filtrant par de hautes fenêtres. Camille, ma chérie, appela Madame Geneviève, positionnant son fauteuil devant une vieille coiffeuse. « Pourrais-tu me brosser les cheveux pendant que nous parlons ?» Camille prit la brosse en argent aux manches sculptées, un objet qui semblait avoir sa propre histoire à raconter. Doucement, elle commença à la passer dans les cheveux argentés de la femme âgée, exactement comme sa mère le lui avait appris. « 100 coups de brosse pour les cheveux d'une dame », se murmura Camille, concentrée sur sa tâche. Élise, toujours curieuse, se promenait dans la pièce, admirant les divers objets. Ses yeux s'attardèrent sur les vieilles photographies au mur, les flacons de parfum sur la coiffeuse, les livres soigneusement rangés sur les étagères. « Qu'est-ce que vous vouliez nous montrer ?» demanda Élise en s'arrêtant devant une armoire ancienne en acajou. Madame Geneviève sourit faiblement, observant la fillette dans le reflet du miroir. « Il y a quelque chose de gardé dans cette armoire. Il y a une petite porte cachée en bas. » Élise s'agenouilla, ses petits doigts trouvant rapidement le loquet. Avec un léger clic, la porte s'ouvrit, révélant un compartiment secret. À l'intérieur se trouvait une boîte à musique reposant sur un morceau de velours bleu délavé. « Je peux ?» demanda Élise, les yeux brillants de fascination. Madame Geneviève hocha la tête, son expression s'adoucissant en regardant la manipulation soigneuse de la boîte par Élise. C'était une belle pièce de bois sombre, incrustée de nacre, en de délicats motifs de rose. Sur le couvercle, des lettres dorées formaient les initiales GD. « Elle appartenait à ma grand-mère », expliqua Madame Geneviève, la voix lourde de souvenirs. « Geneviève Dubois, la première. J'ai été nommée d'après elle. » Camille s'arrêta de brosser, absorbant l'histoire. « Alors, votre nom est aussi Geneviève Dubois ?» « Oui, » dit la femme âgée, « et ma grand-mère, elle aimait les fleurs autant que notre petite Élise. » Élise, tenant toujours la boîte avec respect, trouva la petite clé dorée sur le côté. D'un mouvement doux, elle la tourna 3 fois. Une mélodie cristalline emplit la pièce. Clair de lune. Comme si la musique manifestait des souvenirs dans l'air. « Cette chanson, » murmura Camille, les yeux écarquillés. « Notre maman nous la chantait. » Madame Geneviève devint très immobile. Seuls ses doigts bougeaient légèrement, comme si elle dirigeait un orchestre invisible. C'est alors qu'Élise découvrit le compartiment secret sous la boîte. Ses doigts agiles trouvèrent presque instinctivement le loquet caché, et avec un léger déclic, un minuscule tiroir s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une vieille photographie, ses bords jaunis trahissant le passage du temps.
L'image montrait une jeune Madame Geneviève, radieuse dans une robe de couleur claire, tenant un nouveau-né dans ses bras. Une broche dorée en forme de rose scintillait sur sa poitrine. « C'est vous !» s'exclama Élise, rapprochant la photo pour mieux voir. Camille posa la brosse et s'approcha, les deux filles scrutant maintenant la photo. Sur la photo, Madame Geneviève avait l'air si jeune, si pleine d'espoir et de vie. Ses yeux, même en noir et blanc, semblaient avoir un éclat que les filles n'avaient jamais vu chez la femme d'aujourd'hui qu'elles connaissaient. C'est alors qu'elles remarquèrent les larmes silencieuses qui coulaient sur le visage de la femme âgée. Antoine, qui était entré silencieusement avec le thé de l'après-midi, se figea sur le seuil, sentant l'atmosphère chargée. « Le bébé ?» demanda doucement Élise. « C'est qui ?» Madame Geneviève prit une inspiration tremblante, ses mains tremblantes sur ses genoux. « Mon bébé ?» répondit-elle simplement, la voix étranglée par l'émotion. « C'est la seule fois où je l'ai tenu. » Camille et Élise échangèrent des regards confus. La douleur dans la voix de Madame Geneviève était si profonde qu'Élise grimpa instinctivement sur ses genoux, tandis que Camille lui tenait la main ridée. « Pourquoi ?» demanda doucement Camille. « Parce que parfois, » répondit Madame Geneviève en caressant les cheveux d'Élise, « les familles font des choix pour les autres, des choix qui nous blessent toute notre vie. » La boîte à musique continuait de jouer sa mélodie mélancolique, remplissant le silence pesant des notes d'un vieux chagrin. « Notre maman aussi garde une photo comme ça, » commenta innocemment Élise, toujours blottie sur les genoux de Madame Geneviève. « Une photo de bébé d'elle avec nous. » La femme âgée sourit tristement. « Gardez toujours cette photo, » conseilla-t-elle. « Les photos sont des souvenirs que l'on peut toucher. » Antoine regardait, le cœur serré. En 3 décennies, il n'avait jamais vu son employeuse parler, même indirectement, de ce chapitre de son passé. « Vous savez, » continua Madame Geneviève, la voix plus basse maintenant, « chaque objet raconte une histoire. Cette boîte à musique, par exemple, appartenait à ma grand-mère. » Elle s'arrêta brusquement. Élise, en bougeant sur ses genoux, avait fait glisser une petite pochette en tissu de son cou, révélant son contenu sur le tapis. Brillant contre le tapis sombre se trouvait une broche dorée, identique à celle que portait Madame Geneviève sur la photographie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même la boîte à musique sembla taire sa mélodie. Madame Geneviève fixa son regard sur la broche, sa respiration visiblement altérée. Antoine s'avança, inquiet de sa pâleur soudaine. « Cette broche » commença-t-elle, mais sa voix vacilla. « C'est notre seul héritage de famille » expliqua Camille en la ramassant sur le sol. « Notre maman a dit que c'était très important, qu'on devait toujours la garder avec nous. » Madame Geneviève tendit une main tremblante, touchant à peine la pièce, comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse. « Antoine !» appela-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Antoine, vous voyez ça ?» Le majordome s'approcha, son propre calme ébranlé lorsqu'il reconnut le bijou. C'était impossible de ne pas le reconnaître. Il était identique à celui auquel Madame Geneviève s'était accrochée pendant 50 ans, depuis ce jour qui avait changé sa vie pour toujours. « Oui, madame, » répondit-il doucement, « je vois. » Les jumelles regardaient, ne comprenant pas tout à fait, mais sentant que quelque chose d'important se passait. « C'est une très jolie broche, » offrit Élise, essayant d'apaiser la tension soudaine. « Oui, » répondit Madame Geneviève, touchant enfin la pièce du bout des doigts. « C'est très spécial, plus spécial que vous ne pouvez l'imaginer. » Antoine réalisa que son employeuse avait besoin d'un moment. « Les filles » appela-t-il doucement, « et si vous alliez aider en cuisine ? Marthe est en train de faire des biscuits au chocolat. » Bien que réticentes, les jumelles le suivirent, laissant Madame Geneviève seule avec la vieille photo, la boîte à musique et une broche qui, après 50 ans, ramenait des souvenirs qu'elle pensait avoir perdus pour toujours. Quand Antoine revint quelques minutes plus tard, il trouva son employeuse fixant toujours la broche, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Est-ce possible, Antoine ?» demanda-t-elle sans lever les yeux.
Après, si longtemps ?» Le majordome ne répondit pas. Certaines questions sont trop lourdes pour une réponse immédiate. Certaines vérités ont besoin de temps pour émerger pleinement. Dehors, le crépuscule commençait à tomber, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, les mêmes couleurs que la broche qui, comme une clé perdue depuis longtemps, commençait à ouvrir des portes fermées depuis 50 ans. Le manoir des Roses dormait sous le ciel nocturne, mais une lumière brûlait encore dans la bibliothèque du 2e étage. Pour la 3e soirée consécutive, Antoine trouva Madame Geneviève éveillée tard, penchée sur de vieux journaux intimes et des documents jaunis par le temps. « Encore du thé, madame ?» offrit-il, notant les cernes profonds sous ses yeux. Madame Geneviève hocha simplement la tête, ses doigts tremblant légèrement en tournant les pages d'un vieux journal. Sur la table devant elle, plusieurs boîtes ouvertes révélaient leur contenu. De vieilles lettres, des documents officiels et des coupures de journaux. 50 ans de recherche méticuleuse. « J'ai trouvé ça », dit-elle doucement, tendant à Antoine un morceau de papier. C'était une note d'hôpital, datée de 1975. C'est de là où tout est arrivé. Antoine prit le document avec précaution. En 3 décennies de service, il n'avait jamais vu son employeuse fouiller si ouvertement dans ses souvenirs. « Vous avez besoin de repos », suggéra-t-il gentiment. « Les filles remarqueront votre épuisement demain matin. » La mention des jumelles fit lever les yeux de Madame Geneviève de son journal. « Elles dorment si paisiblement, Antoine, si innocemment. » Sa voix trembla. « Comme mon bébé a dormi cette seule nuit que j'ai eue avec elle. » Antoine posa le plateau de thé et s'autorisa à s'asseoir, ce qu'il faisait rarement en sa présence. Mais ce soir était différent. Ce soir, 50 ans de silence semblaient sur le point de se briser. « Racontez-moi, » demanda-t-il simplement. Madame Geneviève ferma le journal sur ses genoux, ses doigts traçant sa couverture usée. « J'avais 18 ans, » commença-t-elle, la voix à peine plus haute qu'un murmure. C'était une autre époque, Antoine. Tomber enceinte hors mariage était impardonnable. Elle fit une pause, perdue dans ses souvenirs. Ma famille m'a envoyé dans une maison de repos dès que ma grossesse est devenue évidente. Ils ont dit que c'était pour mon bien, pour éviter le scandale. Un rire amer lui échappa, comme si le vrai scandale n'était pas ce qu'ils ont fait après. Antoine versa plus de thé, lui donnant le temps de se reprendre. « Elle est née une nuit d'hiver, » continua Madame Geneviève. « Si petite, si parfaite. Ils m'ont laissé la tenir une seule fois. Pour cette photo, vous savez ?» Ses mains tremblaient en soulevant la tasse. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, il l'avait emmenée. « Et la broche ?» demanda doucement Antoine. « C'était tout ce que je pouvais lui laisser. Je l'ai prise de ma propre robe et je l'ai placée à côté du bébé quand ils m'ont laissé la tenir. L'autre est resté avec moi. Une promesse silencieuse qu'un jour nous nous retrouverions. » Antoine la regarda toucher inconsciemment la broche sur son chemisier, un geste qu'il avait vu des milliers de fois, mais dont il ne comprenait pleinement le sens que maintenant. « J'ai passé des décennies à la chercher, Antoine. J'ai engagé des détectives, épluché les registres d'adoption, suivi chaque piste. » Elle désigna les boîtes étalées dans la bibliothèque. Tout est là. 50 ans de recherche sans réponse. Le majordome pensa aux jumelles endormies à l'étage, à la broche qu'elle portait, identique à celle de son employeuse, à des coïncidences qui semblaient trop parfaites pour n'être que du hasard. « Et maintenant, » continua Madame Geneviève, la voix tremblante, « 2 petites filles se présentent à ma porte, fuyant le froid, portant le seul objet qui pourrait prouver, qui pourrait signifier. » Elle ne put finir. Antoine se leva pour chercher un mouchoir, mais un bruit à la porte attira son attention. Élise se tenait là, les yeux écarquillés de sommeil et d'inquiétude. « Vous pleurez ?» demanda la petite fille en entrant dans la pièce. Madame Geneviève essuya rapidement ses larmes. « Non, ma chérie, je suis juste fatiguée. »« Quand je suis triste, » dit Élise en s'approchant du fauteuil roulant, « Camille me chante une chanson. Vous voulez que je la réveille ?» Antoine vit son employeuse déglutir difficilement, luttant clairement pour maintenir son sang-froid. « Ce n'est pas nécessaire, petite. Il est tard.
tu devrais dormir. »« Je peux dormir ici avec vous ?» demanda Élise, grimpant déjà sur les genoux de la femme âgée. « Juste un petit peu. » Avant que quiconque puisse répondre, l'enfant s'était installé, ses yeux somnolents, lourds. Madame Geneviève resta immobile un moment, puis commença lentement à lui caresser les cheveux. « Antoine !» appela-t-elle doucement après quelques minutes. « Regardez !» Élise s'était assoupie, et, dans son sommeil, elle serrait instinctivement la broche autour de son cou, exactement comme Madame Geneviève serrait la sienne chaque nuit, un geste dont Antoine avait été témoin pendant des années. « Les mêmes gestes, » murmura-t-elle, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Elle dort de la même manière. » Antoine s'approcha avec une couverture, couvrant doucement Élise. « Je vais préparer votre chambre, madame. Vous avez besoin de repos, vous aussi. » Mais Madame Geneviève ne fit aucun mouvement pour partir. Elle resta là, berçant tranquillement Élise, comme si elle essayait de récupérer 50 ans d'étreinte manquée à travers la petite que le destin avait amenée à sa porte. Sur le bureau, le journal ouvert révélait une seule ligne, écrite d'une écriture tremblante de jeune mère, 50 ans plus tôt. « Mon amour, où que tu sois, la broche sera notre lien. Un jour, elle nous réunira. » Dehors, la nuit continuait comme d'habitude, et dans la bibliothèque du manoir des Roses, au milieu des boîtes de souvenirs et de vieilles promesses, une grand-mère berçait sa petite-fille possible, tandis que le majordome veillait en silence sur ce moment sacré de réunion, même si une seule des deux parties comprenait pleinement la signification de cette étreinte. Le printemps commençait à s'éveiller dans le jardin du manoir des Roses. Élise avait convaincu Antoine de la laisser planter des marguerites dans de nouveaux parterres et passait maintenant des heures à s'occuper des premières pousses qui percèrent le sol. « Grand-mère Geneviève va adorer quand elles fleuriront, » dit-elle distraitement en arrosant soigneusement les parterres. Antoine, taillant une haie voisine, faillit laisser tomber ses cisailles. C'était la première fois qu'il entendait l'une des filles appeler Madame Geneviève grand-mère. Ce qui était encore plus surprenant, c'était la naturalité avec laquelle cela était sorti. Dans la serre, Camille lisait à haute voix à Madame Geneviève, comme elle le faisait chaque matin. La femme âgée observait l'enfant attentivement, notant de petits gestes qui semblaient si familiers, la façon dont elle fronçait les sourcils devant un mot difficile, exactement comme Madame Geneviève l'avait fait dans sa jeunesse. « Grand-mère » interrompit soudainement Camille sa lecture. « Cette histoire me rappelle une photo que maman gardait. » Madame Geneviève sentit son cœur s'emballer. « Quelle photo, ma chérie ?»« Une vieille, en noir et blanc, » dit Camille en fermant le livre sur ses genoux. Maman disait que c'était elle, bébé, avec sa maman. Elle pleurait chaque fois qu'elle la regardait. Élise, qui venait d'entrer avec un petit pot de ses pousses de marguerite, ajouta « C'est vrai. La photo était dans une boîte à musique, comme la vôtre, grand-mère. » Madame Geneviève échangea un regard significatif avec Antoine, qui venait d'entrer avec le thé de l'après-midi. « Une boîte à musique ?» demanda-t-elle en essayant de garder sa voix stable. « Oui, » continua Élise en posant son pot sur la table d'appoint. « Elle jouait cette chanson que vous aimez, celle que Camille chante pour nous aider à dormir. »« Clair de lune !» murmura Madame Geneviève, ses doigts se portant automatiquement vers la broche sur son chemisier. « C'est ça ?» s'exclama Camille. Maman disait que c'était un air spécial que sa maman chantait quand elle était bébé. Antoine observait attentivement son employeuse, voyant comment elle luttait pour maintenir son sang-froid. En 3 décennies de service, il avait appris à lire chaque nuance de son expression. « Et cette boîte ?» demanda doucement Madame Geneviève. « Où est-elle maintenant ?» Le sourire des filles s'effaça. « Elle est restée à la maison, » répondit doucement Camille. « Quand maman nous a laissés sur le banc, elle n'a pris que la photo. Elle a dit qu'elle en avait besoin. » Élise grimpa sur les genoux de Madame Geneviève, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle sentait la tristesse de la femme âgée. « Mais maintenant, nous vous avons, grand-mère, et votre boîte à musique est encore plus jolie. » Madame Geneviève serra l'enfant dans ses bras, cachant les larmes qui commençaient à se former.
Camille se joignit à l'étreinte de l'autre côté du fauteuil roulant, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter dans la serre du manoir des Roses. Antoine se retira discrètement vers la porte, le cœur lourd d'émotion. Les coïncidences étaient trop nombreuses. 2 broches identiques, 2 boîtes à musique similaire, une vieille photographie, même les petits gestes des filles reflétant ceux de son employeuse. Plus tard dans la nuit, après que les jumelles furent de coucher, Madame Geneviève convoqua Antoine à la bibliothèque. « Elles m'ont appelée grand-mère aujourd'hui, » dit-elle, la voix tremblante. C'était si naturel. « Oui, madame, je l'ai remarqué avec Élise dans le jardin. »« Antoine, » continua-t-elle, en tournant son fauteuil roulant pour lui faire face, « vous souvenez-vous de la boîte à musique que j'ai donnée avec la broche ? Comment pourrais-je l'oublier, madame ? C'était la seule chose que vous ayez réussi à laisser, avec le bébé. » « Elle était unique, » souligna madame Geneviève, « faite spécialement pour ma grand-mère à Paris. Il n'y en avait pas d'autre comme elle. » Un silence pesant s'installa. Et la chanson, Antoine, Clair de lune, c'était l'air que je chantais pendant toute ma grossesse, le seul qui calmait le bébé. Antoine remarqua que madame Geneviève avait l'air plus jeune soudainement, comme si l'espoir pouvait inverser le temps. « Les filles, » poursuivit-elle, sa voix à peine un murmure. « Elles ont tellement de mes traits, Antoine. La façon dont Élise est avec les fleurs, comment Camille fronce les sourcils en lisant. Même comment elles dorment, les mains repliées sous leur visage. Madame, ça ne peut pas être une simple coïncidence, l'interrompit-elle. La broche, la boîte à musique, leurs gestes, c'est comme si le sang reconnaissait le sang, termina doucement Antoine. Madame Geneviève hocha la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. 50 ans, Antoine. 50 ans de recherche. Et maintenant ? Un bruit à la porte les interrompit. C'était Camille, dans sa nouvelle chemise de nuit, les yeux lourds de sommeil. « Grand-mère, je n'arrive pas à dormir. Pouvez-vous me raconter une histoire ?» Madame Geneviève essuya discrètement ses larmes. « Bien sûr, ma chérie. Et si je te racontais l'histoire de la première Geneviève Dubois, ma grand-mère, et comment elle a obtenu une boîte à musique très spéciale à Paris ?» Camille sourit en grimpant sur les genoux de la femme âgée. Alors qu'Antoine guidait le fauteuil roulant vers la chambre des jumelles, ils passèrent devant la serre, où les nouvelles pousses d'Élise commençaient à poindre, petites promesses de fleurs qui, comme des liens perdus depuis longtemps, trouvaient enfin leur chemin vers la maison. Le lendemain matin commença comme beaucoup d'autres au manoir des Roses. Camille et Élise aidaient Antoine à servir le petit déjeuner de madame Geneviève dans la serre, une routine qu'elles avaient établie ces dernières semaines. Élise venait de placer un arrangement frais de marguerites sur la table, ses premières fleurs du jardin, tandis que Camille arrangeait soigneusement une serviette sur les genoux de la femme âgée. « Tes marguerites sont magnifiques, ma chérie », la complimenta madame Geneviève, faisant rayonner Élise de fierté. Le paisible moment familial fut interrompu par un mouvement dans le jardin. Antoine, toujours vigilant, fut le premier à remarquer une silhouette s'approchant des grilles. C'était une jeune femme, ses cheveux sombres en désordre et ses vêtements usés laissant deviner des jours, peut-être des semaines, dans la rue. Elle marchait avec hésitation, les yeux fixés sur les fenêtres de la serre où les jumelles jouaient sans souci. « Antoine ?» Madame Geneviève sentit sa tension. « Qu'y a-t-il » Avant qu'il ne puisse répondre, la femme s'approcha, son visage maintenant visible à travers la vitre. Madame Geneviève sentit l'air lui manquer. C'était comme voir un fantôme, non pas sa fille perdue, mais quelque chose d'encore plus choquant, une version plus jeune d'elle-même. Les jumelles, qui avaient le dos tourné à la fenêtre, sentirent le changement soudain dans la pièce. Quand elles se retournèrent, elles crièrent à l'unisson « Maman !» Élise laissa tomber la carafe d'eau qu'elle tenait, envoyant des éclats de cristal et de l'eau sur le sol. Camille réagit instinctivement, tirant sa sœur derrière le fauteuil roulant de madame Geneviève. Elles se blottirent là, comme elles l'avaient fait tant de fois dans la rue lorsqu'elles se sentaient menacées. « Mais bébé ?» La voix rauque de la femme résonna à travers la vitre. « S'il vous plaît,
Laissez-moi voir mes bébés. » Antoine se dirigea rapidement vers la porte, mais Madame Geneviève l'arrêta d'un geste. Ses yeux ne quittèrent pas le visage de la jeune femme. Ses yeux, exactement comme les siens. La même forme de visage qu'elle avait eue dans sa jeunesse. Même le même tic nerveux avec ses mains. « Laissez-la entrer, Antoine », ordonna-t-elle, la voix légèrement tremblante. Céline entra dans la serre comme un tourbillon d'émotions contenues. Ses yeux, rouges d'avoir pleuré, parcoururent l'endroit, jusqu'à ce qu'il se pose sur les jumelles, toujours cachées derrière le fauteuil roulant. Camille, Élise. Elle fit un pas vers elle, mais s'arrêta quand elles se recroquevillèrent davantage. « S'il vous plaît ?» Céline se tourna vers Madame Geneviève, tombant à genoux à côté du fauteuil roulant. « Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que j'ai été horrible. Mais ce sont mes filles. J'ai passé des mois à les chercher, dormant dans la rue, demandant à chaque coin. » Sa voix se brisa en remarquant le bouquet frais de marguerites sur la table, les mêmes fleurs qu'elle cultivait avec Élise dans leur minuscule appartement. « Vous prenez si bien soin d'elle, » observa-t-elle en remarquant les vêtements propres et les joues roses des filles. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Mieux que je n'ai jamais pu le faire. Madame Geneviève observait chaque mouvement de Céline, son propre cœur battant la chamade. La jeune femme n'en avait aucune idée, mais tout en elle faisait écho au passé. La façon dont elle se tordait les mains quand elle était anxieuse, l'inclinaison de sa tête quand elle parlait, même son ton de voix. « Pourquoi nous as-tu laissés ?» demanda la petite voix de Camille, de derrière le fauteuil roulant, lourde de blessures. Céline sanglota. « Je ne pouvais plus m'occuper de vous deux. Je n'avais plus de nourriture, le loyer était en retard, et après la mort de ma mère, j'étais perdue. » Madame Geneviève observait attentivement Céline, notant comment elle se tordait les mains, exactement comme elle-même le faisait lorsqu'elle était nerveuse. Quelque chose dans ses gestes, dans son visage, réveillait des souvenirs profondément enfouis. « S'il vous plaît, » supplia à nouveau Céline, « je sais que je ne le mérite pas, mais puis-je au moins leur parler, leur expliquer ?» Élise, toujours la plus sensible des deux, jeta un coup d'œil de derrière le fauteuil roulant. Camille lui serra la main, comme elle le faisait toujours dans les moments difficiles. « Tu nous as abandonnés, » dit Camille, sa petite voix débordant de douleur. « Tu nous as laissés dans le froid. »« Je sais, pleura Céline en tombant à genoux. « Mais je vous ai cherché partout. J'ai dormi dans des entrées, interrogé les gens dans chaque rue. » La voix de Madame Geneviève intervint, son ton mesuré. « Votre mère, est-elle décédée récemment ?»« Oui. » Céline fronça les sourcils, confuse par la question. « Comment le saviez-vous ?»« Et elle avait une vieille boîte à musique avec une broche en or ?» insista Madame Geneviève. « La broche ?» Céline regarda frénétiquement autour d'elle. « Mes filles, vous l'avez toujours, c'était de grand-mère Marguerite, la seule chose qu'elle a ramenée de l'orphelinat quand elle était bébé. Elle disait que c'était spécial, qu'un jour... » Sa voix s'éteignit lorsqu'elle remarqua pour la première fois la broche sur la poitrine de Madame Geneviève, identique à celle qu'elle avait laissée à ses filles. Le silence tomba comme un rideau épais. Céline fixa la broche, puis le visage de Madame Geneviève, son esprit luttant pour relier des points impossibles. Les jumelles, sentant le changement dans l'air, sortirent complètement de derrière le fauteuil roulant. Camille tenait la main d'Élise, comme elle le faisait toujours dans les moments tendus. « Maman, » s'aventura Élise. « Grand-mère Geneviève a une boîte à musique exactement comme celle de grand-mère Marguerite. » Céline recula en trébuchant, s'appuyant sur Antoine pour ne pas tomber. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, le visage vidé de son sang. « Ce n'est pas possible. » Madame Geneviève tendit une main tremblante, touchant doucement le visage de Céline, un geste qu'elle avait attendu 50 ans pour faire. « Votre mère, dit-elle doucement, est née une nuit d'hiver. Je n'ai pu la tenir qu'une seule fois, pour une seule photo. Je lui ai laissé une broche en or, ma seule façon de la retrouver un jour. » Antoine regardait, le cœur battant. En 3 décennies de service, il connaissait chaque expression sur le visage de Madame Geneviève, et pour la première fois,
il voyait le choc, l'espoir et une profonde reconnaissance tout à la fois. « Peut-être, dit enfin madame Geneviève, sa voix stable malgré les larmes qui brillaient dans ses yeux, que nous pouvons toutes prendre un thé et en parler calmement. » Céline leva les yeux, surprise par l'offre inattendue. Les jumelles se regardèrent, s'accrochant toujours au fauteuil roulant pour se sentir en sécurité. « Antoine, appela madame Geneviève, préparez du thé, s'il vous plaît, et sortez les biscuits que les filles aiment. » Alors que le majordome partait, un lourd silence tomba sur la serre. Le soleil du matin illuminait l'arrangement de marguerites d'Élise, ces premières fleurs qu'elle avait plantées, témoins silencieux d'une rencontre qui promettait de révéler bien plus que ce qu'aucune d'entre elles n'avait anticipé. Le thé refroidissait dans les tasses en porcelaine, intactes dans la serre du manoir des Roses. Le temps semblait suspendu dans un moment douloureux d'anticipation. Les jumelles, toujours blotties près du fauteuil roulant de madame Geneviève, observèrent leur mère avec un mélange de peur et de désir. Céline serrait sa tasse de thé avec des mains tremblantes, ses doigts osseux révélant les mois de privation dans la rue. Ses yeux ne quittaient jamais ses filles, comme si elle craignait qu'elles ne disparaissent à nouveau. « Vous avez l'air différente, » dit-elle doucement à Élise. « Tes cheveux sont plus longs. » Élise toucha instinctivement les pointes de ses cheveux, maintenant sains et coiffés en nattes soignées grâce aux soins quotidiens d'Antoine. « Toi aussi, Camille, » continua Céline, la voix brisée. « Vous avez l'air si en bonne santé toutes les deux. C'est madame Geneviève qui prend soin de nous, » répondit Camille, son ton toujours méfiant. Elle ne nous laisserait jamais dehors dans le froid. Céline tressaillit comme si elle avait été frappée. Ses mains plongèrent dans les poches usées de son manteau, cherchant quelque chose. « Je sais que je ne mérite pas le pardon. » Sa voix tremblait, mais j'ai besoin que vous compreniez, que vous sachiez pour votre grand-mère. Elle sortit une photographie froissée, lissant ses plis avec respect. C'est la seule chose que j'ai réussi à garder. Même pas la boîte à musique. Madame Geneviève observait chaque mouvement avec attention, remarquant comment les gestes de Céline reflétaient les siens, la façon dont ses mains tremblaient, la légère inclinaison de sa tête. « Voici ma mère. » Céline tendit la photo. « Marguerite. Avec elle, nous n'avons jamais manqué de rien, même si nous n'étions que toutes les deux. Elle avait 2 emplois, mais trouvait quand même le temps de me chanter des chansons, de s'occuper des plantes. » Élise s'approcha un peu plus à la mention des plantes. Céline perçut le mouvement. « Tu tiens ça d'elle » sourit-elle tristement. « Toi, ton don pour les fleurs. » Elle, sa voix se brisa alors que madame Geneviève prenait la photographie. Le moment où la femme âgée posa les yeux dessus resterait gravé dans la mémoire d'Antoine. Il se tenait près de la porte, sentant le poids de cet instant. Il y avait Marguerite, sa Marguerite, souriant du même sourire qu'il voyait chaque jour chez Élise, tenant un bébé, Céline. Exactement comme sur la seule photo que madame Geneviève avait de son propre nouveau-né avant qu'on ne le lui enlève. La tasse de thé dans la main de madame Geneviève tomba, se brisant sur le sol. Personne ne bougea pour ramasser les morceaux. « Elle était incroyable », continua Céline, inconsciente de la réaction de la femme âgée. Même quand elle est tombée malade, elle ne s'est jamais plainte, a travaillé jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tenir debout. « Malade ?» La voix de madame Geneviève était à peine audible. « Un cancer », répondit Céline, des larmes glissant sur ses joues. « C'est arrivé si vite. En 6 mois, elle était partie. Et j'étais enceinte, seule, sans personne. » Les jumelles, sentant la douleur de leur mère, s'agitèrent mal à l'aise. Camille serra la main d'Élise, en guise de réconfort. « Elle a toujours dit que la broche était spéciale, » ajouta Céline, regardant la pièce que ses filles portaient maintenant. « Que c'était la seule chose qu'elle avait ramenée de l'orphelinat. Elle disait qu'un jour, nous comprendrions son importance. » Madame Geneviève ne pouvait détacher ses yeux de la photographie. Marguerite avait ses yeux, son sourire, même la façon dont elle inclinait légèrement la tête vers la droite, une bizarrerie qu'elle voyait maintenant chez Céline. « Quand les jumelles sont nées, »
continua Céline en essuyant ses larmes. « J'ai essayé d'être forte, comme elle, mais sans aide, sans exemple. J'ai perdu mon chemin. L'argent a manqué. Le loyer était en retard. Je ne pouvais plus acheter de nourriture. « Pourquoi n'as-tu pas cherché de l'aide ?» demanda la petite voix de Camille, teintée de blessures. « La fierté, » répondit Céline après un moment. « La même fierté que ma mère avait. Elle n'a jamais accepté d'aide de personne. Disait toujours que nous pouvions nous débrouiller seuls. Comment était-elle » demanda doucement Élise en faisant un pas hésitant vers sa mère. Grand-mère Marguerite. Céline sourit à travers ses larmes, forte, déterminée. Elle avait un rire qui illuminait la pièce. Elle chantait tout le temps, surtout cet air français. « Clair de lune » termina Madame Geneviève, la voix tremblante. « Oui » Céline fronça les sourcils, surprise. « Comment savez-vous ça » Mais Madame Geneviève ne répondit pas. Ses mains tremblaient tellement qu'Antoine s'interposa rapidement pour stabiliser la photographie avant qu'elle ne lui glisse des mains. « Quand elle est partie, » poursuivit Céline, « c'est comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Et puis j'ai découvert que j'étais enceinte de jumelles. J'ai essayé, je vous jure que j'ai essayé d'être forte comme elle. Mais chaque jour devenait plus difficile, jusqu'à ce que tu nous laisses sur ce banc, conclut Camille. Je vous ai laissé la broche, sanglota Céline. C'était la seule chose de valeur que nous avions, le seul lien avec notre passé. Maman disait qu'elle détenait un secret, qu'un jour... Le secret d'une nuit d'hiver, intervint Madame Geneviève, sa voix à peine un murmure, d'une jeune mère qui n'a pu tenir sa fille qu'une seule fois. Céline cessa de parler, fixant la femme âgée avec confusion. Antoine vit le moment exact où ses yeux tombèrent sur la broche épinglée au chemisier de Madame Geneviève, identique à celle qu'elle avait laissée à ses enfants. « Comment » commença Céline, mais sa voix la trahit. Madame Geneviève détacha enfin son regard de la photographie pour rencontrer les yeux de Céline. C'était comme regarder à travers le temps. Ces mêmes yeux qu'elle avait vus chez sa fille nouveau-née se reflétaient maintenant dans le visage de sa petite fille. « Votre mère, » commença-t-elle, des larmes glissant sur ses joues, « est née une nuit d'hiver, il y a 50 ans. » Le silence les enveloppa. Même les jumelles, qui ne saisissaient pas pleinement la situation, semblaient retenir leur souffle. Antoine commença discrètement à ramasser les morceaux de la tasse de thé brisée, le cœur serré par la scène qui se déroulait. À travers les fenêtres de la serre, les marguerites d'Élise se balançaient doucement dans la brise, témoins silencieux d'un secret vieux de 50 ans qui éclatait enfin au grand jour. La serre du manoir des Roses semblait lourde du poids de 50 ans de secrets sur le point d'être révélés. Les jumelles, sentant l'intensité, s'étaient pressées contre Madame Geneviève. Céline restait immobile, les yeux rivés sur la broche identique que portait la femme âgée. Antoine apporta un châle pour le draper sur les épaules de Madame Geneviève. Elle tremblait légèrement, et pas à cause du froid. « C'était en 1975, » commença Madame Geneviève, la voix à peine plus haute qu'un murmure. « J'avais 18 ans et j'étudiais la musique au conservatoire. » Ses mains trouvèrent la broche sur sa poitrine, un geste qu'Antoine avait vu d'innombrables fois, mais qui portait maintenant une gravité différente. Il s'appelait Philippe. Il jouait du piano, donnait des leçons privées pour payer ses propres études. Un sourire triste effleura son visage. C'est lui qui m'a fait découvrir Clair de lune. Céline porta la main à sa bouche, reconnaissant la chanson que sa mère avait chérie. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, Philippe a tout simplement disparu. Transféré dans une autre université, déménagé dans une autre ville. Je me suis retrouvé seul face à ma famille. Élise, toujours la plus sensible, grimpa silencieusement sur les genoux de Madame Geneviève. La femme âgée la serra dans ses bras, comme si ce contact lui donnait la force de continuer. Les Dubois étaient l'une des familles les plus traditionnelles de la ville. Une grossesse hors mariage était... Elle fit une pause, cherchant les mots, impardonnable. Mon père, pour éviter le scandale, m'a envoyé dans une maison de repos à la campagne, un endroit discret, disait-il, où je pourrais avoir le bébé loin des yeux de la société.
Camille se rapprocha, s'asseyant au pied du fauteuil roulant. Céline restait immobile, absorbant chaque mot, comme si sa vie en dépendait. « La grossesse fut solitaire, » continua madame Geneviève, « mais d'une certaine manière, heureuse aussi. Je chantais tous les soirs, et le bébé, elle bougeait tellement quand je chantais Clair de lune. Comme maman le faisait pour nous, » murmura Élise, faisant sangloter doucement Céline. Elle est née une nuit d'hiver. Madame Geneviève ferma les yeux, les souvenirs douloureux refaisant surface de manière vivide. Si petite, si parfaite. Ils m'ont laissé la tenir une seule fois, pour une seule photo. Ses doigts tremblants sortirent d'une petite pochette sur son fauteuil roulant, la même photo que les jumelles avaient trouvée dans la boîte à musique quelques jours plus tôt. Avant qu'il ne l'emporte, sa voix se brisa. J'ai réussi à épingler la broche à sa couverture. C'était tout ce que je pouvais lui laisser. Un morceau de mon cœur. Une promesse silencieuse qu'un jour. Céline prit la photo avec des mains tremblantes. C'était la même scène qu'elle avait vue des centaines de fois sur sa propre photo. Sa mère nouveau-née avec une broche en or épinglée à la couverture. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, continua madame Geneviève, elle était partie. Ma famille avait arrangé l'adoption sans mon consentement. Ils disaient que c'était mieux ainsi, que j'étais trop jeune, que je pouvais passer à autre chose. Mais vous n'avez jamais oublié, dit doucement Camille. Jamais, confirma madame Geneviève. J'ai passé 50 ans à la chercher. Engagé des détectives, épluché les registres d'adoption, suivi chaque indice. Mais je n'ai jamais rien trouvé. Céline pleurait maintenant ouvertement, ses larmes tombant sur la photo. « Maman a toujours dit que la broche était spéciale, » murmura-t-elle, « qu'un jour nous comprendrions pourquoi. » Elle passait des heures à la fixer, comme si elle essayait de se souvenir. « Les bébés se souviennent, » dit doucement madame Geneviève. « Pas avec leur esprit, mais avec leur cœur. C'est pour ça qu'elle aimait tant Clair de lune, même sans savoir pourquoi. » Antoine regarda Céline se déplacer lentement vers le fauteuil roulant, s'agenouillant devant madame Geneviève. Leurs yeux, identiques, étaient écarquillés par une compréhension naissante. La broche? Céline toucha la pièce sur la poitrine de madame Geneviève avec des doigts tremblants. Tout ce temps, c'était un message, une promesse. « Pour ma fille, » termina madame Geneviève, les larmes coulant maintenant librement. « Pour ma Marguerite. » Les jumelles regardaient, captivées, commençant à saisir les implications. « Alors, dit lentement Élise, vous êtes votre arrière-grand-mère, répondit doucement madame Geneviève, la mère de votre grand-mère Marguerite. » Céline laissa échapper un sanglot. 50 ans d'histoire familiale se mettaient soudainement en place. La broche que sa mère chérissait, la chanson qui les réconfortait, même son propre amour pour la musique, tout n'était qu'un écho à travers les générations, un héritage transmis silencieusement. « C'est pour ça que tu te sens si bien ici, » dit Camille à Élise, réalisant. « C'est pour ça que madame Geneviève aime ta façon de t'occuper des fleurs, comme Marguerite. » Céline et Geneviève dirent en même temps Céline et madame Geneviève, puis échangèrent des regards surpris. Antoine essuya discrètement une larme. En 3 décennies au service de la famille Dubois, il n'aurait jamais imaginé assister à ce moment. 4 générations de femmes, séparées par le destin, finalement réunies par une simple broche en or. « Je suis désolée, » murmura Céline, toujours à genoux, « d'avoir laissé mes filles. Je n'ai pas supporté de perdre maman, la grossesse, tout. » « Parfois, » répondit doucement madame Geneviève en touchant la joue de sa petite fille. « Les choix que nous faisons par peur nous mènent exactement là où nous devons être. » Élise et Camille, bougeant comme une seule personne, étreignirent leur mère pour la première fois depuis son retour. Céline enroula ses bras autour d'elle, sanglotant. « Est-ce qu'on peut... » hésita-t-elle en regardant madame Geneviève. « Est-ce qu'on peut rester ?» Toutes ? La femme âgée sourit à travers ses larmes, ouvrant les bras pour inclure Céline dans l'étreinte qu'elle partageait déjà avec les jumelles. « Cette maison a toujours été la vôtre, dit-elle, même quand nous ne le savions pas.
Antoine regarda un instant de plus avant de sortir discrètement. Dans la serre, les marguerites d'Élise se balancèrent dans la brise, comme pour célébrer le moment. Il sourit, pensant à la façon dont le destin peut prendre des détours étranges pour corriger ses propres erreurs. 50 ans, 2 générations, et une broche en or plus tard, la famille Dubois était enfin au complet. La nuit était tombée sur le manoir des Roses, mais personne ne songeait à dormir. Dans le grand salon, Antoine avait allumé la cheminée, créant un cadre chaleureux où maintenant 4 générations de femmes partageaient des histoires longtemps gardées. Madame Geneviève tenait la broche en or dans ses mains ridées, traçant ses délicates gravures de roses du bout des doigts. Élise, blottie sur ses genoux comme elle en avait l'habitude, regardait avec fascination. Celle-ci appartenait à ton arrière-arrière-grand-mère, Geneviève la première, expliqua doucement Madame Geneviève. Elle l'a reçue en cadeau à Paris, puis en a fait faire 2 identiques, une pour moi et l'autre destinée à ma future fille. Céline, assise sur le tapis au pied du fauteuil roulant avec Camille appuyée contre son épaule, écoutait attentivement. Maman dormait avec sous son oreiller, révéla Céline, faisant retenir son souffle à Madame Geneviève. Elle disait qu'elle faisait de beaux rêves quand la broche était près d'elle. « Quel genre de rêve ?» demanda Madame Geneviève, la voix légèrement tremblante. « De musique ?» sourit Céline à travers ses larmes. « Toujours de musique. Surtout, clair de lune » terminèrent-elles toutes à l'unisson, faisant sourire les jumelles. Antoine, servant du chocolat chaud à tout le monde, remarqua comment son employeuse essayait de cacher ses larmes. En 3 décennies, il ne l'avait jamais vue aussi vulnérable, ni aussi vivante. « Comment était-elle » demanda doucement Madame Geneviève. « Au quotidien, avec toi. » Céline ferma les yeux un instant, cherchant le meilleur souvenir. « Forte, » commença-t-elle. « Incroyablement forte. Elle travaillait comme infirmière le jour et donnait des cours de piano le soir. Mais elle trouvait toujours le temps de faire des biscuits le dimanche. »« Des biscuits au chocolat ?» demanda Élise avec excitation. « Avec des pépites en plus ?» Céline sourit. « Exactement comme Antoine les fait pour vous. » Le majordome s'arrêta, surpris. Il n'avait commencé à faire la version extra chocolat qu'après avoir vu à quel point les jumelles les aimaient. Encore un autre écho inconscient transmis à travers la génération. « Et les fleurs ?» continua Céline en regardant Élise. Notre appartement était minuscule, mais elle avait transformé le balcon en un véritable jardin. Elle disait que les fleurs ont le pouvoir de guérir l'âme. Madame Geneviève sanglota doucement. Ma mère, la première Geneviève, disait exactement la même chose. Camille prit la broche qu'elle portait, l'étudiant avec un nouveau regard. « C'est pour ça que vous étiez si bouleversée quand vous nous avez vus la porter ?»« Oui, ma chérie. » Madame Geneviève passa une main sur les cheveux de sa petite fille. C'était comme si 50 ans de recherche se terminaient en un seul instant. Cette broche était mon seul lien avec Marguerite. La preuve que cette nuit à l'hôpital n'était pas qu'un rêve. Elle la fixait pendant des heures, se souvint Céline, surtout les jours difficiles. Et elle disait toujours « Un jour nous comprendrons, ma fille. Un jour, cette broche partagera son histoire. » Et elle l'a fait, commenta doucement Élise, en plaçant sa broche à côté de celle de Madame Geneviève. Regardez, elles sont comme des miroirs. Les 2 broches, côte à côte, brillaient sous la lumière du feu, identiques dans chaque détail, chaque gravure de rose et courbe dorée. 50 ans d'écart, maintenant réunis. « Elle avait vos yeux », continua Céline, en regardant Madame Geneviève avec une nouvelle compréhension. « Et votre sourire. Maintenant, ça a du sens pourquoi je me suis toujours senti si connecté à certaines musiques, certaines fleurs. Le sang se souvient, murmura Madame Geneviève, même quand l'esprit oublie. Comme quand Élise a commencé à arranger les fleurs exactement comme vous les aimez, observa Camille. Ou quand tu chantais Clair de lune sans jamais avoir vraiment appris les paroles, ajouta Céline, faisant rougir Camille. Antoine regardait, le cœur plein. Les similitudes étaient stupéfiantes. Le don d'Élise pour les fleurs, si semblable à la jeunesse de Madame Geneviève. Le talent musical de Camille,
faisant écho à des générations de professeurs de piano. Même les petites manières de Céline faisant écho à sa mère. « Marguerite avait un rêve », dit Céline après un moment de silence. Elle voulait ouvrir une école de musique pour les enfants défavorisés. Elle avait commencé à économiser de l'argent, mais ensuite, elle est tombée malade. Madame Geneviève serra la main de sa petite-fille. « Nous pouvons réaliser ce rêve, » dit-elle doucement, « en sa mémoire. » Céline regarda sa grand-mère avec de grands yeux. « Comment? Vous feriez ça ?» « Marguerite était ma fille, » répondit Madame Geneviève, la voix brisée. « Même si je n'ai jamais pu l'élever, même si j'ai perdu toutes ces années, elle a toujours été la mienne. Et à travers vous, à travers les jumelles, je peux enfin la connaître. » Élise prit les 2 broches et, d'un geste aussi naturel que la respiration, en épingla une sur la robe de Céline et rendit l'autre à Madame Geneviève. « Maintenant, nous sommes toutes connectées, » dit-elle simplement. Antoine sortit discrètement du salon, laissant les 4 générations de femmes Dubois partager plus d'histoires, plus de souvenirs, plus de découvertes sur Marguerite. Dehors, dans le jardin, les marguerites d'Élise brillaient sous le clair de lune, comme de petites étoiles, témoignant du moment où un cercle brisé 50 ans auparavant se refermait enfin. La broche avait tenu sa promesse. À travers 5 décennies, 2 adoptions, un abandon et une réunion fatidique, elle avait enfin ramené toute la famille à la maison. Le manoir des Roses s'éveilla à une nouvelle réalité dans la semaine qui suivit toutes ces révélations. L'automne arriva lentement, peignant les feuilles du jardin de nuances d'or et de rouge, comme si la nature elle-même souhaitait marquer le début de ce nouveau chapitre. Céline, portant encore les marques visibles de ses mois dans la rue, passait des heures à rôder dans les couloirs du manoir, observant ses filles interagir avec Madame Geneviève. Son corps mince et tendu révélait son conflit intérieur entre le désir de se rapprocher et le poids de la culpabilité qu'elle portait encore. Chaque matin, elle assistait au même rituel. Camille, étonnamment douce pour une fillette de 5 ans, aidait Madame Geneviève avec son petit déjeuner. La petite fille connaissait la routine parfaitement. D'abord les médicaments, puis une tasse de thé avec 2 cuillères de sucre, des toasts à la confiture de fraises les mardis et jeudis, du porridge au miel les autres jours. Grand-mère aime quand je souffle sur son thé 3 fois avant de le lui donner, expliqua un jour Camille à Antoine, qui sourit en réalisant que Madame Geneviève avait fait le même geste dans sa jeunesse. Pendant ce temps, Élise avait transformé la serre en son royaume personnel. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève complètement, elle était déjà parmi les fleurs, leur chuchotant comme si elles étaient de vieilles amies. Ses petites mains, autrefois à vif à cause du froid des rues, se déplaçaient maintenant avec une habileté impressionnante parmi les plantes. « Les marguerites ont besoin de plus de soleil », déclara-t-elle un matin, surprenant Antoine par sa certitude, « et les lys sont trop serrés. » Le majordome, qui avait servi 3 générations de femmes Dubois, reconnut en elle le même don inné que Madame Geneviève avait montré dans sa jeunesse et que, d'après les récits de Céline, Marguerite possédait également. Au cours d'une de ces matinées d'observation silencieuse, le premier vrai changement se produisit. Céline, qui jusqu'alors avait gardé ses distances, remarqua Camille luttant pour atteindre un flacon de médicaments sur une étagère haute. « Laisse-moi t'aider », offrit-elle, la voix tremblante de nervosité. Camille se figea un instant, puis hocha légèrement la tête. Céline attrapa le flacon et, par impulsion, commença à lire l'étiquette à voix haute. « 2 gouttes le matin avec le petit déjeuner », récita-t-elle, se souvenant instantanément de la façon dont sa mère lui avait appris à manipuler les médicaments pour les patients. « Comment sais-tu ça ?» demanda Camille, sa curiosité dissipant momentanément sa prudence. « Ta grand-mère Marguerite, répondit doucement Céline, était infirmière. Elle m'a appris à lire les étiquettes de médicaments avant même que je sache lire des livres d'histoire. » Madame Geneviève, observant la scène depuis son fauteuil, sentit son cœur se serrer. Un autre petit aperçu de la vie de sa fille perdue.
Non seulement elle prenait soin des autres, mais elle transmettait aussi ce savoir. La transformation physique du manoir commença par la serre. Antoine engagea des artisans spécialisés pour restaurer les panneaux de vitraux Art Nouveau qui avaient été cachés derrière de lourds rideaux pendant des décennies. Lorsque la lumière brilla à nouveau à travers les vitres colorées, créant des motifs sur le sol en marbre, Élise fut enchantée. « Maman, regarde !» s'exclama-t-elle, oubliant sa timidité avec Céline pour un instant. « Les lumières ressemblent à des fleurs qui dansent, comme dans notre vieil appartement. » « Exactement, » répondit doucement Céline. « Ta grand-mère Marguerite accrochait des cristaux à la fenêtre de la cuisine pour créer le même effet. Madame Geneviève, qui passait maintenant de plus en plus de temps dans la serre, haussa les sourcils avec intérêt. Elle aimait la lumière et la couleur. « Énormément, » sourit Céline, perdue dans ses pensées. Même si notre appartement était petit, elle disait toujours « La couleur et la lumière ne prennent pas de place, elles remplissent l'âme. » « Comme toi, grand-mère, » observa Élise en repositionnant un vase de marguerite. « Tu parles toujours de ça aussi. » La restauration s'étendit à tout le manoir. Antoine supervisa chaque détail, consultant de vieilles photos pour recréer la splendeur originale de la maison. L'aile est, choisie pour abriter Céline et les jumelles, subit une rénovation complète. « Ce papier peint, dit Antoine, alors que les ouvriers décollaient de vieilles couches dans la future chambre de Céline, était le motif original du manoir. J'ai trouvé un rouleau dans le grenier, avec une note de la première Geneviève Dubois. Sous le papier peint, ils découvrirent une surprise, de petites roses peintes à la main sur les murs. « Mon Dieu !» haleta madame Geneviève lorsqu'on la convoqua. « Ma mère parlait de celle-ci. Elle disait que la première Geneviève les avait peintes pour sa fille. »« Comme grand-mère Marguerite a peint ma chambre quand j'étais bébé, » murmura Céline en touchant les motifs avec respect. La cuisine, territoire d'Antoine depuis 3 décennies, subit également des changements. Céline commença à apparaître tôt le matin pour aider à préparer le petit déjeuner, apportant avec elle des souvenirs de ses petits déjeuners d'enfance. Maman ajoutait toujours de la cannelle au porridge, expliqua-t-elle un jour en aidant Antoine. Elle disait que c'était le secret pour commencer la journée avec amour. « Madame Geneviève fait de même », s'exclama Camille depuis le seuil où elle observait les adultes travailler. Les chambres des jumelles prirent des personnalités distinctes. Pour Élise, Antoine supervisa l'installation d'étagères spéciales avec des lumières pour ses plantes. Pendant la rénovation, ils découvrirent un ensemble de pots anciens dans le grenier. « Ils appartenaient à ma grand-mère », expliqua madame Geneviève, lorsque les pots furent nettoyés. Elle les a rapportés de Paris quand elle s'est mariée. Grand-mère Marguerite en avait un exactement comme celui-ci, nota Élise en tenant un pot en porcelaine bleue. Mais il s'est cassé quand nous avons déménagé la dernière fois. Ce n'était pas exactement comme, ma chérie, la corrigea doucement madame Geneviève. C'était celui-ci. Il devait faire partie des choses que je lui ai laissées cette nuit-là. La chambre de Camille fut transformée en un petit havre musical. Antoine découvrit un piano droit, Steinway, dans l'une des nombreuses pièces fermées du manoir, un héritage de la première Geneviève Dubois. Il aura besoin d'une restauration, admit-il, mais son son est toujours charmant. Pendant que le restaurateur de piano travaillait, ils trouvèrent de vieilles partitions rangées à l'intérieur. Parmi elles, plusieurs copies de Clair de Lune, certaines avec des notes manuscrites. Ces annotations, dit Céline en étudiant les notes, ressemblent exactement à l'écriture de maman. C'est mon écriture, révéla madame Geneviève, la voix tremblante. Je prenais des notes sur ces partitions quand j'étudiais le piano. Marguerite a dû prendre la même habitude, sans le savoir. Les liens ne cessaient d'apparaître dans les moindres détails, comme lorsqu'ils découvrirent que Céline et madame Geneviève organisaient toutes deux les livres par couleur et non par auteur, ou qu'Élise partageait la même allergie aux fraises que son arrière-grand-mère. La bibliothèque subit une rénovation spéciale. Antoine engagea des menuisiers pour installer de nouvelles étagères, créant des espaces spécifiques pour les livres de chaque résidente. Pendant la construction, ils trouvèrent une vieille collection de contes de fées français. « C'était mon livre d'enfance préféré », se souvint madame Geneviève en voyant la collection.
J'imaginais le lire un jour à ma fille. Maman me lisait ces histoires tous les soirs, révéla Céline en tournant les pages jaunies. En français, même si elle ne parlait pas la langue. Elle disait que les contes sonnaient plus magiques comme ça. Le salon de musique devint le cœur animé du manoir. En nettoyant, Antoine découvrit un ensemble de disques vinyles soigneusement rangés dans une armoire ancienne. Toute la musique classique, expliqua-t-il en dépoussiérant un vieux gramophone. Madame Geneviève les collectionnait autrefois. Maman aussi, s'exclama Céline en parcourant les albums. Elle avait une petite collection, mais précieuse. Elle jouait du Debussy pour s'endormir. Camille, explorant la pièce avec une curiosité croissante, trouva une boîte de partitions manuscrites au fond des armoires. « Regarde, grand-mère, il y a ton nom dessus. » Madame Geneviève prit les papiers jaunis avec des mains tremblantes. C'étaient ses propres compositions de jeunesse, écrites pendant sa grossesse. « Je composais pour elle, dit-elle doucement, pour Marguerite. Chaque soir, je m'asseyais au piano et je laissais la musique exprimer tout ce que je ne pouvais pas dire. » Céline s'approcha, les yeux fixés sur les manuscrits. Maman composait aussi de petits morceaux, rien de très élaboré, mais elle disait toujours qu'ils étaient pour moi. Les routines quotidiennes s'installèrent naturellement. Les matinées commençaient tôt avec Élise, s'occupant de ses plantes, tandis qu'Antoine et Céline préparaient le petit déjeuner. Camille assistait Madame Geneviève dans sa routine matinale, un rituel qui devenait chaque jour plus précieux. « Ta main est aussi douce que celle de grand-mère Marguerite, devait l'être, » remarqua un jour Madame Geneviève, alors que Camille lui brossait les cheveux. Elle était infirmière, n'est-ce pas? Elle devait avoir des mains bienveillantes pour ses patients. « Maman dit qu'elle leur chantait des chansons, » répondit Camille, se concentrant sur les doux coups de brosse. « Comme je te chante à toi pour t'endormir ?» Les après-midi étaient consacrés à la musique et à la lecture. Céline découvrit qu'elle n'avait pas seulement hérité de l'amour de sa mère pour la musique, mais aussi du même talent naturel que l'on retrouvait dans la lignée Dubois. Sous la direction patiente de Madame Geneviève, elle recommença à se familiariser avec le piano. « Tes doigts bougent exactement comme les miens, » observa la femme âgée lors d'une leçon. Comme si ton corps se souvenait de quelque chose que ton esprit n'a jamais appris. L'ancienne salle de bal, fermée depuis des décennies, fut rouverte et transformée en un salon informel. Les miroirs vénitiens furent polis pour retrouver leur éclat d'origine, et les lustres en cristal scintillaient à nouveau. « Grand-mère, » demanda Élise un après-midi, admirant le résultat final, « pourquoi cette pièce était-elle fermée à clé ?» Madame Geneviève hésita, ses mains se portant à sa broche, un réflexe émotionnel qu'ils reconnaissaient tous maintenant. « C'est ici, dit-elle enfin, que j'ai découvert que j'étais enceinte de Marguerite pendant un bal de printemps. Après qu'on me l'ait enlevée, je n'ai plus pu y remettre les pieds. » Céline, arrangeant des coussins sur un canapé voisin, se figea à ces mots. Maman m'a dit un jour que son moment le plus heureux fut de découvrir qu'elle était enceinte de moi. Elle a dit qu'elle avait dansé seule toute la nuit de pure joie. Antoine, observant depuis le seuil, nota comment les 4 générations de femmes Dubois semblaient liées par des fils invisibles, de mémoire partagée, certaines claires, d'autres portées silencieusement dans leur sang. La transformation la plus significative eut lieu dans le grenier. En triant des caisses, ils trouvèrent des malles de vieux vêtements, de la première Geneviève Dubois jusqu'à une jeune Madame Geneviève. Parmi eux, une boîte de chapeaux attira l'œil de Céline. « Cette odeur !» murmura-t-elle en ouvrant l'une des boîtes. « Lavande et vanille. »« Le parfum de ma mère, » dit Madame Geneviève, depuis la porte du grenier où Antoine l'avait amenée. Elle gardait des petits sachets de lavande et de vanille dans toutes ses boîtes. « Marguerite faisait de même, » répondit Céline, des larmes coulant silencieusement. Tous nos vêtements sentaient comme ça. Les jumelles, fouillant dans d'autres malles, trouvèrent une collection de poupées de porcelaine. « Regarde, maman !» s'exclama Élise en tenant une habillée en bleu. Elle est exactement comme celle que grand-mère Marguerite m'a donnée pour mon anniversaire. « Pas exactement comme, » la corrigea Madame Geneviève, la voix tremblante. « C'est la même. C'était ma poupée préférée quand j'étais enfant. Je l'ai laissée avec Marguerite à l'hôpital. »
Les révélations du grenier continuèrent. Dans une malle particulièrement vieille, ils trouvèrent une robe de baptême soigneusement conservée dans du papier de soie. « C'était la mienne », expliqua madame Geneviève en touchant le tissu jauni. « Et puis ce fut celle de Marguerite. Et la mienne aussi », murmura Céline, reconnaissant la délicate broderie. « Maman la gardait dans une boîte spéciale, disait que c'était notre seul véritable héritage familial. Ce fut après ces explorations du grenier que madame Geneviève prit enfin sa décision. Elle réunit tout le monde dans le grand salon un soir après le dîner. Antoine avait préparé du thé et des biscuits, et le feu crépitant créait une atmosphère chaleureuse. « Ce manoir, » commença madame Geneviève en regardant les visages qui lui étaient devenus si chers, « a été vide bien trop longtemps. 50 ans de silence et de solitude, à attendre quelque chose que je ne pouvais nommer. » Céline, assise à proximité avec les jumelles, écoutait attentivement, les mains jointes à celles de ses filles. « Maintenant je comprends, » continua madame Geneviève, la voix stable. « La maison vous attendait. Chaque pièce vide, chaque couloir silencieux. Tout cela attendait d'être rempli de vie, à nouveau. »« Madame » commença Céline, mais madame Geneviève la coupa doucement. « Non, ma chérie. Pour vous, je suis simplement grand-mère. Et je veux que toi et les filles restiez ici. Pas comme des invités, mais comme une famille. Comme cela aurait toujours dû être. Mais après ce que j'ai fait, hésita Céline, les larmes emplissant ses yeux. J'ai abandonné mes enfants, et j'ai perdu Marguerite, répondit doucement madame Geneviève. Pas par choix, mais je l'ai perdue. Le destin nous a séparés, mais maintenant, il nous a réunis. À travers toi, à travers ces petites. C'est comme si Marguerite était ici aussi. » Élise se leva et s'approcha du fauteuil roulant de son arrière-grand-mère, grimpant sur ses genoux comme elle le faisait souvent. « On peut vraiment rester pour toujours, grand-mère ?»« Pour toujours, » confirma madame Geneviève en serrant l'enfant dans ses bras. « Antoine, Antoine. »« Oui, madame ?»« Préparez les lestes, les 3 chambres près de la mienne. Il est temps que cette maison devienne un vrai foyer. » Dans les jours qui suivirent, le manoir subit sa transformation finale. Antoine supervisa le déménagement avec l'efficacité de celui qui connaissait chaque recoin de la demeure. Les chambres furent aménagées pour leurs nouvelles résidentes, préservant des éléments qui reliaient les générations. Dans la chambre de Céline, la vieille coiffeuse de la première Geneviève Dubois prit la place d'honneur. Les murs, avec leurs motifs de rose découverts, furent délicatement restaurés. Un fauteuil de lecture fut placé près de la fenêtre, tout comme l'endroit préféré de Marguerite. Pour Élise, en plus de l'espace pour ses plantes, Antoine installa une petite fontaine, son doux murmure rappelant le ruisseau près du vieil appartement qu'elle avait partagé avec Marguerite. Les étagères furent garnies de livres de botanique, certains aussi vieux que le manoir lui-même. La chambre de Camille tournait maintenant autour de la musique. Le piano restauré se dressait au centre. Les partitions qu'ils avaient retrouvées furent encadrées, créant une chronologie musicale de la famille Dubois, des compositions de madame Geneviève aux mélodies naissantes de Camille. Le manoir reprit vie. Les couloirs autrefois silencieux résonnaient maintenant de rires et de musique. Le jardin s'épanouissait sous les soins d'Élise et de Céline. Les soirées étaient remplies d'histoires et de chansons, chaque moment révélant plus de liens entre les générations. Un matin particulièrement significatif, Antoine trouva les 4 femmes Dubois réunies dans la serre. Madame Geneviève, assise dans son fauteuil, Céline au piano, Camille chantant tandis qu'Élise arrangeait des fleurs. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux restaurés, projetant des couleurs dansantes autour d'elle. C'est alors qu'il remarqua qu'elle portait toutes les broches en or, la paire originale qui avait autrefois séparé mère et fille 50 ans auparavant, maintenant réunie et magnifiée en signification, unissant 4 générations de femmes Dubois. « Antoine » appela madame Geneviève en le remarquant. « Regardez-les. C'est comme si le temps n'existait pas, n'est-ce pas? Comme si 50 ans n'étaient qu'un clin d'œil. » Le majordome sourit,
Observant comment Céline jouait Clair de Lune au piano, Camille chantait avec le même ton doux que Marguerite devait avoir, et Élise arrangeait les fleurs exactement comme son arrière-grand-mère l'avait fait dans sa jeunesse. « Le temps n'existe pas pour certaines choses, madame, » répondit-il doucement. « L'amour, la musique, les fleurs, certains héritages sont éternels. Le manoir des roses, si longtemps simple coquille vide de vieux chagrins, était enfin devenu ce qu'il était toujours censé être, un foyer où le passé et le présent coexistaient en harmonie, où 4 générations de femmes redécouvraient des liens que même 50 ans de séparation n'avaient pu rompre. Et chaque nuit, alors que les dernières notes de Clair de Lune résonnaient dans les couloirs désormais vibrants, c'était comme si Marguerite était aussi là, souriante à travers les générations, enfin en paix de voir sa famille réunie, exactement comme le destin l'avait toujours voulu. La vie s'installa dans un rythme au manoir des roses dans les mois qui suivirent. L'hiver commençait à se retirer, emportant avec lui les dernières traces de la solitude qui avait autrefois hanté ses murs. Les matinées commençaient maintenant plus tôt. Céline, retrouvant lentement sa santé et sa confiance, était toujours la première à se réveiller. Antoine la trouvait dans la cuisine avant l'aube, préparant le thé avec le même soin méticuleux que sa mère avait autrefois montré. Marguerite disait que le thé demande de l'attention, expliqua-t-elle un matin en mesurant les feuilles avec soin. Comme un patient. Chacun a besoin du bon timing. Exactement comme Madame Geneviève le dit toujours, remarqua Antoine en la regardant. Elle a passé des heures à former le personnel pour préparer son thé du matin correctement. Céline sourit à cette nouvelle similitude découverte. Son corps, autrefois si usé par la vie dans la rue, reprenait progressivement des forces. Les repas réguliers et le confort d'un vrai foyer faisaient des merveilles, non seulement pour sa santé physique, mais aussi pour son âme. Élise était la deuxième à se lever, impatiente de vérifier ses plantes avant le petit déjeuner. La serre, maintenant son domaine personnel, s'épanouissait sous ses soins dévoués. Elle avait pris l'habitude de parler à chaque fleur en l'arrosant, exactement comme Madame Geneviève l'avait fait dans sa jeunesse, un autre écho générationnel pour lequel aucune explication n'était nécessaire. « Les orchidées ont l'air différentes aujourd'hui », nota-t-elle un matin en fronçant les sourcils, exactement comme Marguerite le faisait. « Le soleil leur a manqué. Ta grand-mère Marguerite disait la même chose, » répondit Céline en aidant sa fille à déplacer les pots. Elle a toujours mieux compris les plantes que n'importe quel livre de botanique. C'était à Camille de réveiller Madame Geneviève chaque matin. Initialement une nécessité, c'était devenu un rituel précieux. La petite fille entrait doucement dans la chambre de son arrière-grand-mère, ouvrait les rideaux pour laisser entrer la lumière du matin, petit à petit, puis commençait à fredonner doucement, toujours Clair de Lune, la mélodie qui coulait dans le sang des Dubois. « Savais-tu » dit Madame Geneviève un matin, alors que Camille l'aidait avec sa robe de chambre, que lorsque Marguerite était nouveau-née à l'hôpital, elle ne se calmait que si je jouais cette chanson. Camille s'arrêta, absorbant un autre morceau de l'histoire de sa famille. Maman nous la chantait quand on était bébé, mais elle ne connaissait pas les paroles, seulement la mélodie. Parce que c'est comme ça que Marguerite la lui chantait, ajouta doucement Madame Geneviève. Certaines choses, le cœur s'en souvient même quand l'esprit oublie. Leur journée trouvait une structure confortable. Après le petit déjeuner, pendant qu'Élise s'occupait de ses fleurs et que Camille s'exerçait au piano, Céline aidait Madame Geneviève avec sa correspondance, une tâche qu'Antoine gérait autrefois, mais qui était naturellement passée à la petite fille. « Ton écriture, observa un jour Madame Geneviève, alors que Céline adressait des enveloppes, ressemble exactement à la mienne à ton âge. » Inclinée vers la droite, avec des courbes douces, Céline leva les yeux, surprise. Maman se moquait toujours de moi pour ça. Disait que ça semblait trop démodé pour quelqu'un de si jeune, parce que c'était l'écriture qu'elle avait vue sur les quelques documents que j'avais réussi à lui laisser, expliqua Madame Geneviève, des larmes brillant dans ses yeux. Une autre chose qui a survécu à travers le temps sans que nous le sachions. Les après-midi étaient consacrés à la musique et aux contes. La salle de musique nouvellement restaurée, autrefois silencieuse et poussiéreuse, était remplie de vie. Camille montrait un don naturel pour le piano,
ses petites mains glissant sur les touches avec la même grâce que Madame Geneviève avait eue autrefois. Céline, réapprenant l'instrument, s'arrêtait souvent au milieu d'un morceau, frappée par un souvenir soudain. « Maman jouait cette partie différemment », disait-elle, ses mains trouvant instinctivement la variation que Marguerite avait introduite des années auparavant, une interprétation unique que Madame Geneviève apprenait maintenant de sa petite-fille. Les soirées, cependant, étaient les plus chéries. Après le dîner, elles se réunissaient toutes dans la chambre de Madame Geneviève, une habitude qui avait commencé naturellement et était bientôt devenue une tradition. Céline s'asseyait sur le tapis près du fauteuil roulant, les jumelles blotties à côté ou sur ses genoux, ou occupées à jouer sur le tapis moelleux. C'est alors que les histoires de Marguerite coulaient le plus librement. Céline partageait ses souvenirs d'enfance, la préparation de biscuits ensemble le dimanche, les histoires au coucher, de petits gestes d'amour significatifs. Même si Marguerite jonglait avec 2 emplois, elle n'a jamais cessé d'espérer retrouver sa famille, révéla Céline une nuit, la voix étranglée par l'émotion. Elle en parlait rarement, mais parfois je la surprenais à regarder la broche comme si elle pouvait lui livrer ses secrets. « Et elle l'a fait », dit Élise d'une voix endormie en tripotant la broche qu'elle portait maintenant. « Elle nous a ramenés à la maison. » Antoine, qui s'attardait souvent sous prétexte de ranger quelque chose, observait comment ces conversations nocturnes guérissaient de vieilles blessures. Il voyait comment Madame Geneviève s'accrochait à chaque nouveau détail sur sa fille perdue, comment Céline remplaçait progressivement sa culpabilité par la résolution de faire mieux, comment les jumelles s'épanouissaient sous l'amour de 3 générations de femmes. Le manoir lui-même semblait répondre à la présence d'une famille réunie. Les couloirs autrefois austères affichaient maintenant les dessins des jumelles, des plantes en pot dans les coins et le son de la musique à travers les fenêtres ouvertes. Ce qui n'était autrefois qu'une grande maison vide ressemblait maintenant à un foyer vivant et respirant. Des signes subtils de guérison apparaissaient dans les détails du quotidien, comme la découverte par Céline qu'elle entrait parfaitement dans les vieilles robes de Madame Geneviève, tout comme Marguerite l'avait fait, ou la façon dont Élise, sans qu'on le lui demande, commençait à arranger les fleurs précisément comme son arrière-grand-mère l'avait fait un demi-siècle plus tôt. Une nuit particulièrement poignante, alors qu'elle partageait toutes des histoires dans la chambre de Madame Geneviève, Camille commença à jouer un air sur le petit piano qu'elles y avaient déplacé. C'était une composition originale, mêlant des éléments de clair de lune à quelque chose d'entièrement nouveau. « C'est pour grand-mère Marguerite », expliqua-t-elle timidement, pour qu'elle sache que nous sommes toutes ensemble maintenant. Madame Geneviève pleura doucement, Céline l'embrassa, Élise s'endormit aux notes du piano, et Antoine, observant depuis la porte, réalisa que certains miracles prennent 50 ans à se produire, mais quand ils le font, ils guérissent non seulement le présent, mais aussi tout le passé. Le manoir des Roses, qui avait autrefois été un monument à la perte et à l'isolement, était enfin devenu ce qu'il était toujours censé être. Un foyer où 4 générations de femmes trouvaient leur place, où l'amour, comme les fleurs du jardin d'Élise, s'épanouissait librement, guérissant les vieilles blessures et posant des racines solides pour l'avenir. Et chaque nuit, alors que les dernières notes du piano de Camille flottaient dans les couloirs autrefois silencieux, c'était comme si Marguerite elle-même était là, souriant à travers le temps, enfin en paix de voir sa famille au complet, exactement comme elle aurait toujours dû l'être. Le printemps revint au manoir des Roses, complétant un cycle qui avait commencé par une nuit d'hiver glaciale. Le jardin, maintenant sous les soins dévoués d'Élise, éclatait de couleurs. Marguerite, roses et lys, dansaient dans la douce brise du matin. Antoine supervisait l'installation d'un cadre spécial dans le grand salon. C'était une pièce unique, commandée à Paris, faite de cristal et d'or, digne d'abriter les 2 broches qui, après 50 ans, avaient réuni une famille. Autour des broches, des photographies racontaient une histoire. Une jeune Madame Geneviève avec le bébé Marguerite, Marguerite adulte tenant une petite Céline, Céline avec des jumelles nouveau-nées, et enfin, une nouvelle photo. 4 générations de femmes du bois souriant à l'appareil,
leur lien et leur ressemblance indéniable. « C'est parfait », dit madame Geneviève en admirant l'affichage final depuis son fauteuil roulant. Son visage, autrefois marqué par des décennies de chagrin, portait maintenant une sérénité qu'Antoine n'avait jamais vue. Céline entra, portant un plateau de thé, un rituel qu'elle avait pris en charge naturellement, le transformant en un moment partagé de connexion avec sa grand-mère. « Les filles sont dans le jardin », annonça-t-elle en posant le plateau avec le même soin méticuleux que Marguerite avait autrefois. Élise insiste sur le fait que ces roses ont besoin d'une conversation matinale. « Exactement comme vous le faisiez, madame », ajouta doucement Antoine, notant le sourire éclatant qui illumina le visage de madame Geneviève. À travers les portes-fenêtres, elle pouvait voir les jumelles dehors. Élise, agenouillée parmi les fleurs, parlait avec animation à chaque plante, tandis que Camille fredonnait doucement Clair de lune, la même chanson qui reliait la famille à travers les générations. « Parfois, dit madame Geneviève, la voix remplie d'émotion, je les regarde et je vois Marguerite. La façon dont Élise est avec les fleurs, comment Camille fronce les sourcils en se concentrant. C'est comme si le temps n'existait pas. » Céline s'approcha de sa grand-mère, lui prenant la main. Il y a 1 an, elle était une mère désespérée, abandonnant ses enfants sur un banc. Maintenant, transformée par l'amour et l'acceptation, elle avait trouvé non seulement un foyer, mais aussi sa véritable identité. « Maman serait heureuse, dit-elle doucement, de voir ses petites filles grandir ici, dans la maison qui aurait dû être la sienne aussi. »« Elle est ici, » répondit madame Geneviève en serrant la main de sa petite fille. « Dans chaque fleur qu'Élise plante, dans chaque note que Camille joue, dans chaque geste de toi qui me rappelle elle. » Antoine regardait, le cœur plein. Le manoir, qui pendant si longtemps n'était qu'un réceptacle creux de vieux souvenirs, pulsait maintenant d'une vie nouvelle. Les couloirs, autrefois si silencieux, résonnaient maintenant des rires d'enfants, de musique et de bavardages amicaux. Les murs, qui avaient autrefois été témoins d'un profond chagrin, accueillaient maintenant des moments de joie quotidiens. Il se souvint de la nuit où il avait trouvé les jumelles frissonnant dans le froid. Qui aurait deviné que ces 2 petites silhouettes apporteraient un tel changement? Que son simple acte de compassion déclencherait une chaîne d'événements capables de guérir 50 ans de douleur? L'après-midi s'étira paresseusement, le soleil projetant des ombres dorées à travers les vitraux restaurés. Les jumelles revinrent du jardin, apportant avec elles le parfum des fleurs et l'énergie de la jeunesse. « Grand-mère » appela Élise en se précipitant pour montrer ce qu'elle tenait soigneusement. « Regarde ce que j'ai trouvé dans le jardin. » C'était un minuscule bouton de rose, petit mais résistant, poussant seul dans un coin éloigné du terrain. « C'est de ce vieux rosier que tu as planté il y a longtemps, » expliqua fièrement Élise. « Celui dont tu m'as dit qu'il appartenait à la première Geneviève Dubois. » Madame Geneviève toucha doucement le bouton, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Je le croyais mort depuis des années, » murmura-t-elle. « Comment a-t-il survécu tout ce temps ? Certaines choses sont trop fortes pour mourir, » commenta sagement Camille, s'asseyant aux pieds de son arrière-grand-mère. « Comme l'amour d'une famille. » La nuit tomba doucement sur le manoir des Roses. Comme d'habitude, les jumelles se chargèrent d'aider madame Geneviève à se préparer pour le lit, une tâche qui était passée d'une obligation à une expression chérie d'amour. « Je peux chanter la nouvelle chanson que j'ai apprise ?» demanda Camille en l'aidant avec sa robe de chambre. « Celle que tu as composée, » intervint Élise en arrangeant les oreillers comme elle le faisait pour ses plantes. « Bien sûr, mes chéris, » sourit madame Geneviève, regardant comment les 2 coordonnaient leurs efforts en parfaite harmonie. Céline apparut à la porte, portant une tasse de tisane du soir. Marguerite en préparait. Fit-elle une pause pour contempler la scène, ses filles s'occupant de leur arrière-grand-mère avec tant d'amour, la douce mélodie de Camille remplissant la pièce et le parfum floral d'Élise flottant depuis la table de chevet. Antoine, lors de sa dernière tournée de la soirée, s'arrêta également pour observer. La famille qu'il avait servie pendant 3 décennies était enfin complète. Le cercle, brisé une nuit d'hiver un demi-siècle plus tôt, était maintenant refermé un soir de printemps.
Installée dans son lit avec l'aide des jumelles, Madame Geneviève contempla une photo nouvellement accrochée au mur, une de toutes les 4 ensemble, chacune portant la broche en or brillante, des sourires identiques illuminant leur visage. « Vous savez, dit-elle doucement, alors que Camille commençait à jouer sa nouvelle composition. Parfois, il faut être perdu dans le froid pour trouver son chemin vers la maison. » Élise, endormie, se blottit à côté d'elle. « Mais maintenant, on n'aura plus jamais froid, n'est-ce pas, grand-mère ?»« Non, ma chérie, » répondit Madame Geneviève en embrassant l'enfant, tandis que Camille jouait et que Céline regardait avec des larmes dans les yeux. « Maintenant, nous avons le vrai trésor. Nous nous avons les unes les autres. » Antoine ferma doucement la porte, laissant la famille à leur moment privé. Dehors, les étoiles brillaient au-dessus du manoir des roses, et dans le jardin, ce minuscule bouton de rose se préparait à éclore, une autre promesse que certains liens sont trop forts pour se briser, certains amours trop profonds pour être oubliés, et certains trésors trop précieux pour rester perdus à jamais.